Bonjour à tous. Donc, Franck Montagnier, Société Isit. Je suis là pour parler un petit peu de la cybersécurité vis-à-vis de la robotique. Alors, je dis de suite, pour ceux qui attendaient peut-être des démonstrations de cybersécurité particulières, j'en ai pas. On va rester plus sur de la théorie. L'objectif, c'est de parler un petit peu déjà, de faire un tour d'horizon. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, en 2021, par exemple, 54% des entreprises françaises auraient fait l'objet d'une cyberattaque, ce qui est énorme. Toutes n'ont pas réussi, bien sûr. 2023, l'ANSSI dit que, globalement, les attaques visaient 69% d'entreprises, 20% de collectivités territoriales et 11% les établissements de santé. Les établissements de santé, on en a entendu parler un petit peu, des piratages de fichiers notamment. Bien sûr, augmentation constante. Les objectifs, c'est quoi? C'est des objectifs pour des gains financiers, tout simplement, du ransomware, de l'espionnage, ça c'est plutôt industriel souvent, et de la déstabilisation. C'est les trois objectifs de la cybersécurité. Globalement, c'est souvent les petites et moyennes entreprises les plus vulnérables. Pourquoi? Parce que c'est elles qui ont le moins de moyens à consacrer à la partie cybersécurité. Et le coût moyen d'un sinistre est globalement estimé à environ 775 000 euros pour, je dirais, pas seulement le matériel, mais tout ce que ça représente derrière en perte financière pour une entreprise, par exemple. Bon, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir également, c'est que la plupart de ces statistiques-là sont liées au domaine de l'IT, tout ce qui est informatique, bureautique, etc. Et bien sûr, la robotique n'est pas directement impactée par ces éléments-là. Toutefois, selon certains faits, aujourd'hui, on assiste à une compromission des équipements périphériques. D'accord? Équipements périphériques, c'est des équipements qui sont connectés à un réseau d'entreprise, mais qui ne sont pas forcément de l'informatique standard. Tout ce qui peut être, par exemple, une imprimante ou des choses comme ça qui seront en dehors du scope de la protection standard de l'IT, c'est-à-dire des antivirus ou des choses comme ça, qui sont intégrées nativement aujourd'hui dans les PC. Voilà. Les intérêts pour ça, c'est que l'accès est plus furtif et normalement, l'intérêt aussi, c'est, si on fait de l'espionnage par exemple, d'être plus persistant dans les réseaux infectés pour récupérer de l'information notamment. On parle de keylogger, de trojan, etc. Les types d'entités attaquées, ça va être les prestataires, les fournisseurs, les sous-traitants. Donc souvent, l'écosystème même de l'entreprise principale qui est visé parfois. Et c'est souvent plus facile, pourquoi? Parce que l'entreprise principale a souvent plus de moyens également pour se protéger, donc on va essayer de rentrer par des moyens détournés. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que bien sûr derrière, les robots notamment auront un petit rôle là-dedans, puisque tous les maillons de la chaîne peuvent être impactés par des failles de cybersécurité. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de dire, bon ben voilà, la robotique se met en place, on a cité 3 domaines, j'en reparle tout à l'heure, on verra qu'il y a des problématiques liées. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est cybersécurité, c'est aussi lié, et la robotique en fait partie, à des problématiques de sûreté de fonctionnement. La sûreté de fonctionnement, c'est quoi? C'est la protection des personnes, la protection des systèmes, la protection de l'environnement. Ce qu'on retrouve dans certaines normes associées justement à la sûreté de fonctionnement. Vous avez les normes type sécurité machine, de la norme la 13849 par exemple, ou plus globalement une norme industrielle comme la 61508, qui sont des normes liées à la sûreté de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, l'écosystème fait que tout se rapproche. La cybersécurité et les systèmes critiques, sûreté de fonctionnement. La cybersécurité a aussi un lien avec la confidentialité, puisque c'est la protection de données personnelles et de données confidentielles. Et dans la robotique également, il pourrait y avoir des données personnelles et des données confidentielles sur des robots d'assistance, etc. Donc, ça peut avoir également un lien important, puisqu'il y a aussi derrière une question de responsabilité. Pour une entreprise qui développerait des robots et les mettrait à disposition, il faut savoir que si vous hébergez des données personnelles au titre de la RGPD, vous avez quelque part une part de responsabilité si ces données-là sont diffusées. Alors je ne suis pas là pour faire peur, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'un robot? Alors, vous en avez peut-être parlé hier, désolé, j'étais pas là. C'est un terme qui est dérivé du tchèque robota, qui signifie ouvrier ou serf. Voilà. Donc c'est aujourd'hui utilisé pour désigner à peu près tout et n'importe quoi, dans la mesure où on parle de machines mécaniques effectuant des tâches répétitives. On a parlé de robots sur les chaînes industrielles, il y en a quelques-uns, des bras manipulateurs, etc.
Il y a également des systèmes d'assistance à la personne, des systèmes d'assistance à des tâches plus complexes, des systèmes autonomes, capables de réaliser des tâches humaines. On parle beaucoup, on parle aussi d'AGV, les automates qui permettent de transporter dans les usines de manière autonome tout le matériel. Hein. C'est aussi des robots quelque part, bon, et bien plus encore, bien sûr. Globalement, c'est un système électromécanique complexe. Donc, selon la norme ISO 8773, il y a 3 classes de robots. Alors, c'est un choix qu'ils ont fait, mais finalement, ça rejoint un petit peu le discours de tout à l'heure, où on retrouve des robots industriels, définis comme manipulateurs polyvalents, hein, à commande automatique, bien sûr, programmables, reprogrammables, etc., sur plusieurs axes, fixes ou mobiles, pour une utilisation, bien sûr, dans des applications industrielles. Et après, vous avez des robots de service. Donc, les robots de service, c'est défini comme des robots qui effectuent des tâches utiles pour les humains, notamment, hein, à l'exclusion de tout ce qui est automatisation industrielle. Donc. Et puis le troisième domaine dont on a parlé, pour lesquels nous, on a aussi des clients qui travaillent dedans, c'est le domaine médical, où effectivement, on a énormément de demandes aujourd'hui, nous, parce qu'on travaille aussi dans les réseaux industriels et la communication, hein, sur la notion de robot ou dispositif, donc, qui permet d'assister des opérations, notamment, des choses comme ça. Et donc là, il y a aussi derrière, on retrouve à nouveau une question de sûreté de fonctionnement liée à ces robots, hein, avec des objectifs qui sont, par exemple, de pouvoir faire de l'opération à distance. Ça veut dire être connecté à travers potentiellement Internet pour agir sur des humains à travers Internet et une série de capteurs et d'actionneurs. Donc, c'est des combinaisons de structures mécaniques, capteurs, actionneurs, hein, logiciels informatiques, bien sûr, qui contrôlent les appareils comme n'importe quelle autre machine. Ça, c'est la notion de robotique, et donc ça doit être pris en compte au niveau des risques de cybersécurité. Pourquoi? On parle de systèmes embarqués la plupart du temps, et donc il existe une cybersécurité des systèmes embarqués. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cybersécurité informatique, hein, de IT, on ne parle pas trop de OT, où on se pose moins la question. Voilà. Et la robotique, elle est plutôt dans la cybersécurité d'un système embarqué global ou d'un ensemble de systèmes embarqués interconnectés qui vont avoir chacun un rôle dans le fonctionnement du robot. Alors cette cybersécurité-là, elle est un peu plus complexe que la partie informatique standard, hein, l'IT. Dans l'IT, on parle de confidentialité, on parle d'intégrité des données, on parle de disponibilité, on parle aussi d'auditabilité. D'accord? En complément, on va rajouter pour l'operational technology de la sûreté de fonctionnement. D'accord? Ça vise également intégrité et disponibilité. Voilà. Donc, ce qu'il faut aussi retenir quelque part, c'est que le robot est un système qui est la plupart du temps connecté, et donc va interagir, et donc il peut être à la fois soit la cible, soit la faille d'un système. La cible étant, je pirate le robot pour lui faire faire des choses qui ne sont pas prévues, ou la faille, c'est je me sers du robot qui est connecté au système pour pouvoir rentrer sur le système. Voilà. Donc, toujours ces deux aspects. Globalement, dans le milieu plus industriel, hein, pas IT, il existe un certain nombre de standards de cybersécurité qui ont été édités. Donc vous avez des standards médicaux, comme l'UL 2009 qui est en vigueur aux États-Unis, ou des Technical Recommendations ou des normes IEC, ça c'est pour le médical. Vous avez également des normes avioniques, hein, des O326A et 356A, je ne sais pas s'il a été abordé hier par Airbus, peut-être pas justement. Des normes automobiles, la 21434, ferroviaire, et une norme industrielle, l'IEC 62443. Et globalement, c'est celle qui est la plupart du temps appliquée, et il arrive même que dans certaines normes de sûreté de fonctionnement médical, comme la 62304, on référence cette norme IEC 62443, qui est une norme plutôt industrielle. Voilà. On va en parler un petit peu plus loin. Le point commun de toutes ces normes, c'est quoi? C'est que la cybersécurité nécessite un management au niveau de l'entreprise. D'accord? C'est pas juste je fais 3 manifs dans mon coin ou je mets en place 3 petites protections. C'est plus général que ça. C'est tout un process au niveau de l'entreprise qu'il faut mettre en œuvre. Et bien sûr des produits, hein, de ce que vous allez fabriquer. Et dans les produits, la notion de Secure by Design. On en parlera aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce Secure by Design. Alors, ce que je vous raconte là, en fait, c'est vrai n'importe quel système embarqué. Les robots font partie de cette gamme-là, hein, puisque ce sont des systèmes embarqués.
Donc cette norme IEC 62443, de quoi elle parle? Donc c'est une norme pour la gestion de la sécurité. Alors en anglais c'est sécurité, c'est cybersécurité, et safety, c'est sûreté de fonctionnement. Voilà. Donc quand on parle de sécurité, c'est vraiment de la cybersécurité. Cette norme-là parle donc de tout ce qui est gestion et contrôle de la cybersécurité dans le milieu industriel, hein, les réseaux notamment, et les systèmes industriels. Donc le but, c'est de veiller à la sécurité des systèmes industriels, d'automatisme et de contrôle de procédés, ce qu'on appelle les IACS, en anglais, Industrial and Automation Control System. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc il parle d'étapes pour sécuriser le système industriel de manière globale. C'est déjà évaluer le système tel qu'on veut le mettre en place, ou un système existant, créer et documenter des politiques et procédures de sécurité. Donc ça, c'est hors, on va dire, du développement du produit, hein, du matériel. C'est vraiment plus au niveau entreprise, former les personnels, segmenter les réseaux, contrôler l'accès au système. Et dans un dernier point, ça va être robustifier les équipements, robustifier au sens améliorer les protections de cybersécurité des équipements et surveiller et maintenir la sécurité du système de manière globale. Donc, du système général et des équipements également. Et on aborde d'autres points. Dans certaines normes, on va aussi vous parler de veille de cybersécurité, parce que peut-être qu'aujourd'hui, votre système il est considéré sans faille, avéré, et peut-être que demain, on va trouver des failles, comme il en existe dans les processeurs, dans les operating systems, etc., qui n'ont pas été encore découvertes. D'accord ? Et donc, vous avez de la veille à faire quand vous voulez intégrer de la cybersécurité à votre système. Voilà. Donc, la 62443 parle de niveau de sécurité. Donc, bien sûr, il faut faire une analyse hein, pour savoir, globalement, au niveau du système, quels sont les différents niveaux de sécurité. Dans une usine, par exemple, il va y avoir plusieurs zones qui peuvent chacune avoir des niveaux de sécurité différents qui varient de S0 à SN4. Le security level, bien sûr. Donc, ces niveaux-là vont du plus faible, pas d'exigence de protection ou de sécurité, et au plus fort, donc, violation intentionnelle, etc. Je vous laisserai le regarder plus en détail. Bon, le but, c'est de savoir, en fait, dans quel endroit vont se situer les équipements robotiques, notamment. Hein. Habituellement, ils vont plutôt être dans des zones où on va avoir des niveaux de sécurité un peu plus élevés. Voilà. Donc cette norme 62443, pour finir de vous la présenter, j'ai plusieurs éléments. Donc déjà, vous avez un certain nombre de documents. Alors, ils ne sont pas tous écrits aujourd'hui, hein, encore en évolution cette norme, mais plusieurs niveaux également. Donc vous avez un niveau plus général de présentation de la norme, c'est la partie 1 hein, de la 62443. La partie 2 parle des procédures et des politiques de sécurité. La partie 3 parle justement de ces fameux systèmes IACS, comment ils sont organisés, comment on va gérer tout ça. Et la partie 4 va concerner plus spécifiquement les équipements. Donc vos robots sont liés à cette partie 4-là. D'accord ? Et dans cette partie 4, on va retrouver des documents comme le développement de produits secure, au sens anglais du terme, hein, donc avec intégrant de la cybersécurité. Alors, il est vrai aussi que dans la robotique, quand on travaille, on est un peu parfois à l'avance de phase, on est pour le robot de demain, etc. Et mettre de la cybersécurité dès le premier jour, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, ce qui est important malgré tout, c'est de savoir qu'un jour ou l'autre, vous allez être soumis à tout ça et qu'il peut y avoir des impacts au niveau de l'architecture de votre système. Donc c'est bien de savoir dès le début qu'il y a une réflexion à mener au niveau cybersécurité, de dire, bon, aujourd'hui je peux me permettre de faire des prototypes qui n'ont pas de cybersécurité, ça reste des prototypes, néanmoins demain, j'aurai de la cybersécurité à implémenter et il faut que j'y passe dès le début. Pourquoi ? Parce que ça peut avoir des liens en profondeur avec le logiciel et le matériel. Donc dans la partie Product Development, puisque c'est la partie bas niveau, hein, on va retrouver des exigences fondamentales, ce qu'on appelle les Fundamental Requirements, ici les FR, qui vont parler de cette famille d'éléments, hein, de choses par rapport à la cybersécurité. Donc, vous aurez des exigences en fonction des... Vous aurez à tout ce qui est identification, authentification et contrôle d'accès. Vous aurez des exigences liées à l'usage. Vous aurez des exigences liées à l'intégrité système, à la confidentialité des données,
notamment. Si vous avez des robots médicaux, si vous avez des robots d'assistants personnels, etc., qui peuvent avoir des informations liées aux patients ou à la personne qu'ils assistent, tout ça, c'est des données confidentielles, bien sûr. Tout ce qui concerne aussi les flux de données, bien sûr. Tout ce qui est la réponse aux événements, alors les événements, c'est les événements de cybersécurité, hein, et la disponibilité de la ressource. C'est-à-dire, bon, si je suis en cybersécurité, vous avez vu, il y a des attaques de type denial of service, on fait tomber des serveurs, bon, la disponibilité de la ressource, c'est garder la disponibilité du robot, même s'il est sous attaque. Voilà. Alors tout est relatif, hein, on peut choisir différents niveaux, qu'est-ce que c'est que la disponibilité du système. Ça peut être juste, au contraire, une mise en sécurité pour éviter qu'il se passe quelque chose de grave. Voilà. Ces exigences fondamentales vont s'appliquer en fonction du type d'équipement. Donc quelques exemples, on va vous demander par exemple de dire, voilà, il faut mettre en place un boot sécurisé. Un boot sécurisé, c'est s'assurer que quand l'operating system démarre, il peut démarrer, c'est l'operating system que j'ai prévu au départ, dans le boot, et qui peut continuer à s'exécuter. Ça peut être aussi des mises à jour sécurisées. On va faire des updates on the air, donc on va recevoir des firmware qui vont souvent passer par Internet, des moyens wireless par exemple, et mettre à jour les logiciels du robot. Et tout ça, en fait, il faut pouvoir aussi garantir que la mise à jour, elle est fiable. Que c'est bien une mise à jour qui est autorisée sur le système. Donc à travers des signatures, peut-être des certificats, il y a plusieurs méthodes, hein. Bon, il y a un certain nombre de choses à voir. Voilà. Vous avez une partie aussi sur la sécurisation des données. On parle des données personnelles, c'est comment stocker des données personnelles et les rendre globalement inaccessibles, hormis pour les besoins officiels. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, il y a aussi, sur certaines normes, une partie qui parle du decommissioning, c'est-à-dire de la fin de vie de l'équipement, où quand on met l'équipement au rebut, qu'est-ce qu'on fait de l'équipement et des données qu'il contient surtout. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'était pour la 62443. Et l'autre aspect dont on avait parlé, c'était le Secure by Design. Alors, qu'est-ce que c'est le Secure by Design? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cybersécurité, comme je vous disais, il y a des failles, elles ne sont pas toutes connues. Donc, la cybersécurité, ce n'est pas un produit, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique ou qu'on met en place et qui aboutit à un résultat, c'est un process. D'accord? Donc, le Secure by Design, ça définit un process pour assurer de la cybersécurité sur les robots notamment. D'accord? Ce qu'on ne peut pas faire, c'est créer un système garanti sans faille. Aujourd'hui, la personne qui me garantit un système sans faille, j'aurais du mal à le croire. C'est juste que les failles n'ont pas été découvertes. D'accord? Il y a plus de chances qu'il y en ait, de chances qu'il n'y en ait pas. Le Secure by Design, ça va être quoi? Une application de bonnes pratiques dans le développement des systèmes pour objectif de diminuer le risque maximum. D'accord? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en cybersécurité, comme en sûreté de fonctionnement, on ne supprime pas le risque. On le diminue en fonction d'une analyse de risque, on le diminue à un niveau qui peut être acceptable. D'accord? C'est l'acceptabilité qui va faire la différence. C'est les méthodes proches de la sûreté de fonctionnement, donc analyse de risque cyber et définition de mesures de protection. Hein? Maîtrise du développement du programme, ça va être par des règles de codage, du contrôle et du test approfondi. Donc, globalement, quand on fait une analyse de risque, on va identifier les actifs à protéger, on va identifier des acteurs, on va identifier ou modéliser des menaces et des scénarios d'attaque, on va classifier ces risques, on va faire une espèce de scoring, et après on va sélectionner des mesures en fonction des risques et de la probabilité de ces risques-là. D'accord? Et ça va nous donner, en fait il y a plusieurs méthodes qui permettent de faire ça, hein. Un certain nombre, il y en a d'autres même, et ça va nous donner globalement les mesures appliquées. Voilà. La maîtrise du développement, ça va être de la planification des activités, de la gestion d'exigences relatives à la cybersécurité. Donc là, on l'a vu, il y en a dans certaines normes, les Foundational Requirements en sont. Ça va être de la maîtrise du logiciel aussi. D'accord? La maîtrise du logiciel, ça va être des règles de développement, des règles de codage, du test approfondi. Alors, le test approfondi, les fonctions de cybersécurité. Si vous mettez en œuvre, je ne sais pas, de l'authentification, faire du test approfondi pour vérifier que votre authentification fonctionne correctement. Dans les règles de développement, il existe des règles. Il y a des règles MISRA, il y a des règles plus orientées justement cyber, qui sont des règles CERT-C. Vous avez des règles métiers que vous pouvez mettre en place, des règles de codage, des règles de nommage.
Des règles d'implémentation pour faciliter le test ultérieur, parce que souvent on oublie, on code, et puis après on se dit, mais si je différemment, ce serait plus facile à tester. La complexité du code amène de la difficulté pour le test. D'accord? Et un point important aussi, c'est le contrôle des paramètres d'entrée des fonctions. Alors ça, si vous le cherchez un petit peu sur Internet, vous trouverez du sanitize data. Sanitize data, c'est que votre système, il reçoit des données à l'entrée, c'est là qu'il faut les contrôler. C'est pas une fois qu'elles se sont propagées dans le système, au bout de 10 fonctions, ou alors on aura une ramification énorme, on aura du mal à trouver à quel endroit le problème se pose. Dès l'entrée, on contrôle les données qu'on reçoit. On peut faire des analyses statiques complémentaires aux règles de codage qui vont mesurer de la complexité, de la testabilité. Une analyse SBOM quand on utilise du logiciel open source notamment pour savoir quelle est la liste des équipements, des logiciels qui sont contenus dans mon système. Si vous utilisez Linux par exemple, on va en reparler. Et vous avez également tout ce qui est respect des exigences de cybersécurité, relecture manuelle des fonctions critiques et des outils d'analyse statique avancés qui font de la recherche de bugs. D'accord ? Pour le test du logiciel, vous aurez à minima à tester les fonctions de cybersécurité que vous avez prévues, avec du test unitaire, d'intégration, de la prise en compte de couverture de code pour vérifier que vous avez testé toutes les portions de code qui sont impactées. Pourquoi ? Parce que peut-être que la partie de code qu'on ne teste pas, c'est celle qui a un bug, une faille qui permettra à l'attaquant de rentrer dans le système. Vous avez le test de protection des entrées, donc les protocoles de communication avec le système, tout ce qui est HM, un peu de fuzzing aussi, qui est du test aléatoire, on va dire. Et puis vous avez le fameux pen test. Alors, le pen test, c'est donc d'abord penetration test, c'est ça que ça veut dire. Il y a 3 catégories, black, gray et white box. Ceux qui se sont un peu intéressés au sujet doivent savoir. Donc, black box, on est sur du vrai hacker, où le principe du test par un vrai hacker, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'infos et il cherche. Le grey box, c'est du black box, mais avec quelques infos supplémentaires fournies par le fabricant du système. Et le white box, le testeur va travailler avec l'équipe de dev pour justement pouvoir valider et tester un certain nombre de choses en connaissance du système. Ce qui n'est pas forcément facile en termes de recherche et surtout de trouver des bugs, puisque à partir du moment où on connaît le système, on n'a pas forcément tendance à imaginer tout ce qui pourrait se passer. Voilà. La limitation du pentest, parce qu'il faut en parler aussi, le pentest c'est bien, on en parle beaucoup. Le problème c'est quel est le temps imparti pour le pentest. Tout temps représente de l'argent, et si je veux un pentest exhaustif, j'aurais tendance à devoir tester longtemps pour obtenir un résultat. Puis il y a aussi, je n'ai pas noté, la compétence et l'expérience du testeur aussi, qui joue beaucoup. L'impact aussi peut être sur le hardware, je vous en ai parlé précédemment, c'est-à-dire ça va être la protection des accès aux mémoires. Comment je vais gérer ça sur mes cartes électroniques pour le piratage. Tout ce qui est accès au port de debug. Si vous utilisez du logiciel embarqué, vous avez sûrement du JTAG. Dans le JTAG, on va pouvoir se connecter sur les systèmes, lire de la mémoire, faire des actions à un processeur, etc. Et l'utilisation de modules de sécurité qui peut être nécessaire. Alors les modules de sécurité, c'est quoi? C'est ce que vous avez en informatique qui s'appelle TPM, Trusted Platform. C'est des modules qui vont gérer les clés de chiffrement et qui sont du coup verrouillés et qu'on ne peut pas relire. Donc il peut y avoir un impact et ça c'est souvent utilisé pour tout ce qui est mise à jour sécurisée, ou boot sécurisé, puisqu'il faut avoir des clés pour valider les firmware ou des certificats. Voilà. Et dernier point dont je vais parler, c'est la partie Robot Operating System. Donc, je pense que ça parle à certains d'entre vous. Le ROS. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez sur le site de Mitre, vous avez un listing CVE qui liste toutes les vulnérabilités, c'est son but, connu sur tous les logiciels, on va dire plus ou moins open source. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait une recherche sur ROS, on va trouver un certain nombre, elles ne sont pas toutes là, on va trouver un certain nombre de failles, d'accord, avec des correctifs ou pas. Donc des failles qui ont été rajoutées. Pourquoi? Parce que par exemple, ici, on a rajouté une librairie sur Socket.io pour faciliter les transferts binaires sur HTTP. Sauf qu'HTTP, c'est pas sécurisé. Donc il y a une faille en manine de middle dessus. Si je la mets en place, j'ai ce risque-là. Donc il y a des outils qui permettent justement de chercher aussi à travers CVE les failles par rapport au logiciel qui nous intéresse pour pouvoir mettre en place des correctifs. D'accord? Donc ça, bien sûr, encore une fois, il y a la partie prototypage, il y a la partie produit fini où quand on sort le produit, là par contre, aujourd'hui, il va falloir faire peut-être
des efforts supplémentaires pour mettre en place de la cybersécurité. Merci à vous.